sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. En Beyoncé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble, votre rendez-vous bien-être sur France 2. Je suis avec Sarah Cardour. Cardour, oui. Troisième du nom. Cadour, qu'ai-je dit? Arnaud Loquet. Arnaud Lorquet. Je sais que j'allais mettre des R partout. Et le public qui est avec nous. Alors, je vous pose une petite question. Est-ce que vous savez ce qui coûte plus de 95 milliards d'euros par an en France? 95 milliards d'euros. Eh bien, sachez que ce chiffre colossal, c'est le coût des incivilités et des comportements toxiques des connards. Waouh. Oui. Et pourquoi? Parce que, en fait, les connards ont un impact sur notre santé, sur notre stress, sur notre énergie. Et donc, il était important d'en faire le dossier du jour. Alors, on en a tous croisé, au travail, en couple, au volant, dans la rue, parfois même dans notre famille. Même beaucoup dans la famille. Vous savez, ce sont des personnes qui prennent sans donner, qui blessent sans jamais s'excuser, qui se foutent totalement des conséquences de leur acte. On va se faire du bien en vous donnant toutes les clés pour éviter ces connards et s'en protéger. Au programme ce matin. Et si la meilleure façon pour se débarrasser d'un connard, c'était d'apprendre à lui répondre. On vous emmène à la rencontre du champion de l'éloquence qui nous donne ses meilleures armes pour les faire fuir le plus loin possible. Peu de gens les ont observés d'aussi près que lui. Le journaliste Éric Lablanche, auteur du livre « Le connard, enjeux et perspectives », j'adore ce titre, analyse leurs mécanismes et décrypte ce qui se cache derrière leur comportement. Et puis pour nous expliquer comment reconnaître et se protéger des connards, je reçois Ilios Kotsou, qui n'en est pas un, loin de là. Vous avez vu, Ilios, que en prévision de votre arrivée, j'avais fait une traduction déjà. 95 milliards, j'avais dit 95. Est-ce que vous avez aimé cette petite attention? Complètement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais traduire. Connard, en belge, se dit connard. Non, mais franchement. Mais moi, je trouve que ça sonne encore mieux. J'adore ce connard. Alors, Ilios Kotsou, première question, en espérant que personne ne se reconnaisse sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire le portrait type du connard? Alors le mot, il est assez brutal, c'est vrai. Ça sonne un peu dur, ouais. Oui. En même temps, il fait référence à quelque chose d'assez précis, parce qu'un connard, c'est pas juste quelqu'un qui nous contrarie ou qui est difficile, c'est quelqu'un qui va s'arroger des droits, et des droits qu'il ne reconnaît pas aux autres. Par exemple, il va vous interrompre, mais lui ne supporte pas d'être interrompu. Et donc c'est quelqu'un qui veut bénéficier de tout ce que la société, la vie sociale amène de bon, sans évidemment payer le contrepartie, prix. quoi. La contrepartie, qui est une règle importante, la réciprocité. Et donc, c'est ce que le connard ne veut pas. Si on résume, on pourrait dire le connard, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, il prend votre place, et puis à la fin, il se plaint de manquer d'espace. Ouh là là, quelqu'un s'est reconnu dans le public? Ah, madame, apparemment. Donc... Bon, vous, Sarah, vous n'êtes pas du genre connasse avec les Français, pas du tout. Bah si, sans surprise. Oui. Mais seulement quand j'ai faim, Agathe, parce que la faim, ça rend con. C'est scientifiquement prouvé. Les chercheurs appellent ça le hungry effect, une contraction de hungry et angry. Hungry, la faim et la colère. Et en fait, quand on n'a pas mangé, le cerveau, il manque de glucose, il libère du cortisol, de l'adrénaline, et là, on perd le contrôle de nos émotions. Et moi, ce matin, j'ai pété un câble. Les Français en ont pris pour leur grade, Agathe. Mon Dieu, les pauvres. Et genre, le t-shirt, si tu peux le rentrer un petit peu, parce que c'est pas propre, quoi. Sinon, je remets la veste. Ouais, non, c'est encore pire. Mais ouais, je te jure, c'est pire. Mais juste ton t-shirt. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est moche, mais c'est mieux sans. Donnez-moi la définition du mot connard. Quelqu'un d'égoïste. Non. Qui ne pense qu'à lui. Non, c'est pourri. C'est ni fait ni à faire. Écoute, on va pas le faire. Je le sens pas. Okay. Désolée. Bon, bah, à bientôt. À bientôt. Il y a une liste, quand même. Sarah, je vous invite à rejoindre tous les connards présents sur ce plateau. Je vais loin, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'oublie que je suis sur France 2, une chaîne nationale. Alors, on va répondre d'abord à cette question. Qui est le connard? Pourquoi est-ce qu'il est toxique? Et surtout, comment s'en protéger sans y laisser sa santé mentale? C'est le moment de répondre aux questions que tout le monde se pose. Alors, on a dans ce public Sophie Lambda. Bonjour Sophie. Bonjour.
Trop contente que vous soyez là parce que vous allez pouvoir témoigner de votre expérience personnelle avec un connard, mais alors un vrai avec un grand C. Vous êtes autrice, vous êtes illustratrice et vous avez publié Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est aux éditions Delcourt. Connard, ils n'ont pas voulu, en fait. J'ai mis manipulateur parce que connard, ils n'ont pas voulu. Ah, ils n'ont pas voulu? Non. Mais ils ont tort, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. En tout cas, même si le titre aurait pu être plus franc, la BD, elle est géniale. Donc vraiment, je vous invite à vous la procurer, parce que vous y racontez la spirale infernale d'une relation toxique avec le vrai pervers narcissique sur lequel vous êtes tombé. Vous pouvez nous raconter un Oui. petit peu? Donc c'est une histoire qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a commencé très fort, très attachée, très rapidement, au bout de quelques jours. J'avais même des sensations de manque quand il partait, comme une drogue un petit peu, c'était très étrange. J'étais couverte de compliments, je me sentais valorisée, je me sentais vue, je me sentais entendue. Pas pour la première fois, mais en tout cas peut-être comme jamais. En fait, ça a commencé comme un conte de fées. D'ailleurs, c'est souvent un peu la même histoire, hein, Mmh. avec ce genre de dossier, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous le disiez, tout à coup, ce sont des compliments. C'est comme s'il allait boucher toutes les vacuités, toutes les fragilités que vous avez. C'est le Oui. conte de fées pendant 8 mois et après, ça se détériore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce que ça s'est révélé? À quel moment vous avez ouvert les yeux? Ça commence à se détériorer quand on est très, très attaché, hein, quand l'emprise est déjà bien serrée. C'est pas du jour au lendemain, c'est des petites choses, c'est des incohérences dans le discours, c'est, des histoires, voilà, racontées une fois qui changent 3 jours après. Mais des toutes petites choses, des petits détails à tel point que je me disais: «C'est moi qui ai mal compris». Lui me disait: «Tu as oublié, tu te souviens pas bien». Donc on remet en cause, pas seulement, qui on est, mais la vérité, les souvenirs qu'on peut avoir. Donc c'est très, déstabilisant, en fait. Mmh. Ilios Kotsou, pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte rapidement que l'autre est un connard? Parce que c'est vrai que normalement, dire ça paraît assez évident, mais là, on se fait avoir, on devient quelqu'un qui devient sous emprise. Quels signes doivent nous alerter et quels sont ceux qu'on a tendance à minimiser au début? On voit bien dans le témoignage que les signes problématiques ne sont pas habillés au début en signes problématiques. Hein, ce qui va se révéler par la suite être une emprise très forte, au début, c'est habillé comme étant une forme de confiance en soi. Ce qui s'apparaîtra être du mépris par la suite, au début, ça paraît être de l'humour. Ce qui par la suite sera de la jalousie possessive et terrible, au début, ça paraît être des marques d'attention. Et donc, c'est un peu comme cette histoire de la grenouille bouillie. On raconte que si on prend une grenouille, qu'on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on chauffe très lentement, la grenouille s'habitue, un peu comme Sophie s'habituait, on ne se rend pas compte, et au moment où c'est dangereux, il faut sortir, il faut sauter en dehors, les muscles sont déjà cuits, et c'est trop tard. On ne sait plus ce qui est normal de ce qui n'est pas Voilà. normal. C'est une légende urbaine, évidemment, la grenouille, mais ça ressemble à ce qui a été vécu là par Sophie. Et alors, les signes qui doivent nous alerter, il y en a plusieurs, mais un premier signe, c'est souvent l'isolement. Cette personne, elle va tendance à vouloir nous isoler, justement pour qu'on perde pied, qu'on perde le sens de la réalité. Donc, la deuxième, c'est l'asymétrie. Elle se permet, Sophie le raconte très bien, elle se permet beaucoup de choses qu'elle ne nous donne pas le droit de faire. Hein. Elle dit toujours, tu ne m'accordes pas d'attention, mais elle n'accorde aucune attention, et ainsi de suite. Et le troisième signe, c'est quand on commence à se surveiller soi-même, et on fait attention à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on dit, et donc ça, c'est un signe où vraiment il y a une relation d'emprise qui est en train de s'installer. Ouais, si on vit en hypervigilance, c'est qu'il y a déjà un truc. L'amour, Oui, c'est censé problématique. être quelque chose qui nous nourrit, qui nous rend heureux et Qui nous libère. qui nous libère et qui nous épanouit. Bon, on sait que les disputes, voilà, ça c'est le quotidien dans un couple. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un conflit sain et un conflit toxique, Ilios? Et c'est vrai que c'est important de distinguer le conflit normal de la toxicité, puisque quand on vit avec quelqu'un, c'est normal, on est différent, t'es différent, des envies différentes, des besoins, et donc à un moment ça frotte, il y a des conflits, et c'est même sain d'avoir des conflits. Mais lorsqu'il y a un rapport de domination, et c'est bien là qu'il va y avoir un problème, c'est là que ça devient toxique, et il y a plusieurs éléments. Il y a la répétition d'abord. Ça peut être un accident une fois, mais lorsque ça se répète, c'est un premier signe. Un deuxième signe, c'est à nouveau l'asymétrie dans la relation. C'est toujours vous qui vous écrasez, c'est toujours vous qui devez vous taire. C'est problématique, évidemment, c'est un signe qui doit nous alerter. Un troisième, c'est l'absence de remise en question et de réparation. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de remise en question et jamais de véritable acte de réparation de la part de l'autre. Et puis à un moment, à nouveau, c'est toujours la même personne qui va s'écraser, se monitorer. Alors dans le couple, il y a John Gottman, qui est un des grands spécialistes du couple, et qui dit qu'un élément important, c'est le mépris. Gottman parle de ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ces 4 cavaliers, c'est la critique d'abord, on est souvent critiqué, et puis le mépris, et puis vient la défensive, et après c'est l'éloignement. Et le mépris, c'est vraiment que lorsque l'autre, plutôt que d'essayer de résoudre un problème dans ce conflit-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est nous diminuer. C'est l'indicateur qui est important. Sophie, comment est-ce que vous avez
réussi à sortir de cette relation? Bah, ça s'est fait petit à petit, c'était difficile, hein, puis ils nous laissent pas partir comme ça, en fait, moi, j'ai fini par changer de numéro et je suis partie. Je me suis fait aider par une psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait lire, les bouquins qu'il fallait et moi, ensuite, j'ai essayé d'écrire aussi le bouquin qu'il fallait pour aider, mais alors évidemment, c'est difficile parce que, moi, j'avais peur en plus qu'ils disent des choses négatives sur moi parce qu'ils menaient campagne pour ruiner ma réputation et aujourd'hui, on parle des connards, mais je pense que à ma place, ce jour-là, j'ai bien fait d'être une connasse, en fait. C'est très juste ce que vous dites parce qu'il y a aussi, quand on est face à quelqu'un d'aussi manipulateur, la peur qu'il vous nuise, quoi. Ouais, Voilà et en fait, il faut faire confiance aussi, aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, les ouais, gens quand même, ça dure généralement, pas ont une longtemps. bonne analyse Ça dure pas longtemps. Ça et peut ça dure marcher pas un longtemps, c'est temps, vrai, ça vous avez marche un raison. temps, mais ça se redresse tout seul au bout d'un Ouais. moment et puis, moi, ça m'a permis d'être un peu plus solide et de me dire: «Bah, s'il y a des gens qui pensent des choses mal de moi, en fait, c'est pas très grave». J'imagine que ça résonne quand même chez pas mal, bon, c'est surtout chez les femmes. Je vois beaucoup de femmes qui acquiescent en public. Moi, je l'ai vécu aussi, hein, même genre d'histoire. Sarah, non? Bien sûr, plein de fois. Plein de fois? Ouais, plein de fois. Vous les avez accumulés, vous, les connards? Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ça va mieux. Ouais, oh oui, là, je peux dire que vous êtes allée avec l'anti-connard. Voilà. Ilios, Sophie Lambda, elle a réussi donc à se sortir de cette relation toxique. Qu'est-ce qui fait que parfois, c'est si compliqué de se séparer? C'est très difficile, et ce qui est encore plus difficile, c'est les autres autour qui disent « mais pourquoi tu ne les quittes pas ?» Comme si c'était aussi simple. Et c'est pas aussi simple, et le premier élément qu'il y a souvent, c'est qu'il y a quand même de l'attachement. C'est que sinon on ne serait pas là, et que dans les comportements de cette personne, il y a parfois, malheureusement seulement des moments de tendresse, parfois des moments de gentillesse qui créent un attachement, et cet attachement va être exacerbé justement par l'intermittence. Et c'est là qu'est la manipulation, c'est qu'on ne sait jamais quand viendra la récompense, entre guillemets, la petite gentillesse après les moments de brutalité parfois. Et ça, c'est comme une addiction du jeu, hein. Le connard, c'est le bandit manchot émotionnel qui nous tient par cette forme de jeu, mais c'est vraiment terrible. Et puis, le dernier élément, et Sophie en parlait aussi, c'est cette forme de dissonance qui fait que, malheureusement, cette personne, nous-mêmes, on avait un rêve par rapport à elle, et on l'a protégée, on l'a défendue par rapport à notre famille, nos amis, ainsi de suite. On a pris du temps, de l'énergie qu'on a investi, et là, tout à coup, ce n'est pas seulement faire le deuil d'une relation, c'est de tout un rêve qu'on a construit, et on se rend compte que ce n'était qu'un rêve, qu'il faut laisser aller, et c'est difficile. Et c'est très important ce que vous dites parce que je pense que dans les points communs des pervers narcissiques, toujours ils soufflent le chaud et le froid. Donc on est en hypervigilance et on se dit ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et on culpabilise, ils sont très très forts pour nous culpabiliser. J'imagine que vous aviez ça aussi, Sophie. Oui, moi, je culpabilisais beaucoup, ça faisait aussi partie de mes failles, hein, c'était à moi de la régler celle-ci. Mais ça fonctionnait, j'étais la bonne cliente, pour ça, effectivement. Et n'oublions pas que ça fait partie de ses qualités aussi. On oublie souvent qu'on est manipulé non pas par nos défauts, mais par nos qualités. C'est parce que vous êtes une personne généreuse, empathique, vous faites attention aux besoins des autres, plus qu'aux vôtres, mais c'est vrai. Mais c'est, oui, mais c'est On vous par là. réhabilite après Mais c'est toute c'est la important de se dire merde ça, qu'il parce a que dit sinon on sur se vous. trompe. C'est par nos besoins, mais par nos qualités que le connard va agir. Alors bien sûr, l'idée, c'est qu'on n'est jamais trop gentil. C'est que parfois on n'est pas assez affirmé, c'est vrai. Mais c'est pas un trop de gentillesse. Ces qualités-là, il faut les garder. Et c'est ce qui est abîmé parfois malheureusement par les relations avec les connards. En 2 mots, Ilios, pour toutes les femmes qui nous regardent et qui sont dans une situation similaire, quel est le premier pas pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour casser le schéma? Moi, j'ai l'impression que c'est d'en parler. Pas à la personne, évidemment, ça ne sert à rien, mais d'en parler à quelqu'un d'extérieur, parce qu'on a perdu le sens des réalités, Sophie le dit très bien, et tout à coup, il faut un regard extérieur qui nous permette de revoir l'histoire autrement. Et ça nous permettra de faire une chose qui est très dure, qui est regarder les faits plutôt qu'écouter ce qu'il nous raconte, parce qu'il parle très bien toujours. Mais si on regarde réellement ce qu'il fait, c'est complètement différent. Et puis l'étape d'après, c'est mettre des limites. Et en mettant des limites, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas juste quelqu'un de maladroit, qui corrigerait son comportement, mais c'est quelqu'un qui va nous punir pour les limites qu'on va essayer de mettre. Et donc, à un moment, pour sortir de cette relation-là, il faut sortir du brouillard dans lequel on a été mis et dans lequel on a perdu Donc il faut malheureusement le sens faire des comme ce que réalités. vous avez fait, c'est-à-dire demander de l'aide vu que vous êtes fait Oui. accompagner. Merci Ilios Kotsou, merci Sophie Lambda pour votre témoignage. Je rappelle que votre histoire, vous l'avez racontée et illustrée dans votre BD Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur, donc un connard. Sorti aux éditions Delcourt, vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission et on va changer de registre avec une autre espèce de connard, oui, parce qu'il y a des sous-ensembles, des sous-catégories.
Sarah, vous êtes partie à la rencontre des Français. Visiblement, ils en connaissent quelques-uns. Et ça, et parmi les attitudes de connards que les Français détestent le plus, il y a les incivilités. Ah oui. Et ouais. Alors moi, j'ai mené ma petite enquête et je vais vous donner le top 3 en France. En numéro 1, c'est le stationnement sauvage à Paris. Ça représente près d'1 million de PV par an. Ça, c'est moi, mon chou. Donc, Ça, c'est vous. moi, je suis une énorme connasse là-dessus. Bravo, Agathe. Non, je le dis devant les téléspectateurs. En 2, les mégots jetés par terre par Ah non, millions ça, c'est en non. France. C'est pas vous? Non, c'est pas moi, ça, non. Et en 3, les crottes de chiens. Rien que dans la ville de Tours, le ramassage coûte 150 000 € par an. Et petit bonus, Arnaud, c'est votre spécialité, les pipis dans la rue. Ah ouais. Avec environ 6 000 amendes par an. Mais oui, c'est vrai, Ouais, ça. c'est incroyable. Et les Français que j'ai rencontrés, ça leur plaît pas, ça. Regardez. On prend les pauvres. Pour vous, c'est quoi un connard ou une connasse? Une personne qui pense avant tout à elle. Une personne qui est méchante et qui pense qu'à soi-même, en fait. Listez-moi quelques attitudes qui vous insupportent. Les gens qui, en conduisant, qui doublent, qui font des queues de poisson, qui conduisent vite. Bah là, par exemple, hier, on a croisé un connard. Il sortait du métro, il a craché sur mon chien. Et puis quelqu'un qui jette encore la cigarette par terre, les morceaux de papier. Alors, connasse! Dans quelle situation, vous avez déjà été un connard? Peut-être que je peux me comporter comme un connard avec mes parents. Parfois, je sais que dans le métro, je double les gens, j'ai envie d'aller vite. Dès que j'arrive à Paris, je deviens un peu un connard. On l'a retrouvé, c'est lui qui vous pousse dans l'escalator. Vous allez me dire si vous repérez un petit truc entre Arnaud et Agathe. Qui est le plus connard? Je pense Arnaud. Elle, non, je la sens énergétiquement, je la sens bien. Vous avez le pif pour Arnaud. C'en est un. C'en est un. Alors. Arnaud, désolé. Ce qui est bien, c'est que vous êtes toujours hyper neutre, il n'y a pas d'influence. Ilios Kotsou, face à la bêtise, il y en a beaucoup qui choisissent de ne rien dire, de les ignorer. Est-ce que c'est une bonne solution? Ça dépend. Si c'est une provocation isolée, oui, on ne va pas dépenser de l'énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On pourrait se dire, provocation isolée, on ignore. Si ça se répète, mettre des limites. Et si vraiment ça continue, ce n'est pas une très bonne idée. On va laisser s'installer quelque chose de très toxique. Et donc, ce qu'il faut faire là, à ce moment-là, c'est chercher de l'aide, sortir de la relation peut-être. Merci beaucoup, Ilios. Alors, si se protéger des connards, c'était aussi pouvoir les envoyer sur les roses. Arnaud, je pense que tout le monde peut me croire quand je dis que ça va nous faire du bien. Ce que vous allez faire là maintenant. Ça va être génial. Des tutos en direct. S'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au connard, c'est que lui, il ose tout. C'est-à-dire la bonne vieille remarque désobligeante, graveleuse et tout. Vous n'allez pas oser la faire, lui, il va l'envoyer. Et le problème, c'est que devant ça, vous restez bouche bée, vous ne savez pas quoi faire, et vous pensez à la réplique, mais elle vous vient bien trop tard. Le feu rouge, vous y repensez, mais c'est une fois que vous êtes arrivé chez vous, dans votre lit, vous revivez la scène, mais c'est trop tard. Donc ce qu'on a fait avec Katia, c'est qu'on s'est posé la question, justement, est-ce que ça s'apprend de savoir répondre du tac au tac, d'avoir la bonne répartie de l'instant? Et elle a tout de suite pensé à Abdallah Hassani, les champions d'Europe d'éloquence. Regardez bien, ouvrez les oreilles, vous allez avoir de bonnes billes. Diplômé d'une école de commerce, Abdallah a commencé sa carrière dans les métiers du chiffre, où il a croisé quelques nuées de connards. Pour aiguiser ses réponses, il a intégré des clubs de prise de parole jusqu'à en faire son métier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, Abdallah a accepté de coacher un groupe de personnes de 25 à 50 ans qui aimeraient avoir un peu plus de répartie dans leur vie professionnelle et personnelle. Toi, Xavier, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir apprendre à te défendre des connards? C'est un challenge quotidien. Et du coup, autant apprendre comment faire face. L'objectif, c'est d'apprendre comment répondre aux connards, mais avec tact. Il y a une boucle en fait qui est toujours récurrente. Le connard, c'est la personne qui va toujours transgresser. Et surtout, il y a une caractéristique, c'est qu'il ne va jamais s'excuser. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir intervenir au bon moment, avec les bons éléments, les bons outils, pour pouvoir arrêter cette boucle-là. Pour se prémunir des connards, d'abord commencer par ne pas en devenir un. Selon Abdallah, règle numéro 1, bodybuilder sa confiance en soi face à un connard. Et pour cela, il y a une chose à retenir. Chaque personne ici a une valeur inestimable. Et d'un point de vue biologique, la combinaison de votre patrimoine génétique est unique dans l'histoire de l'univers. Règle numéro 2, oser dire ce qu'on a sur le cœur. Prenons un exemple, une soirée chez des amis, et puis après, il y a un profil type connard qui va faire une remarque désobligeante. Ça peut être, je sais pas, une remarque sur la tenue. Et vous pouvez nommer ce qui vient de se passer et nommer ce qui se passe en vous. C'est moi ou tu viens de faire une remarque en fait sur ma tenue alors qu'on se connaît pas? Règle numéro 3, pour ne pas rester sans voix, il faut s'entraîner. Quand ça nous arrive, et ça nous arrive tout le temps,
on rumine derrière. Et parfois, on est en train de préparer le café le matin et on est en train de parler comme si on était encore en soirée. Ah ouais, vraiment, moi. Vous pouvez avoir votre petit carnet à connard, dire voilà, situation, hop, réparti la prochaine fois. Et enfin, bien évidemment, c'est l'humour et l'ironie. Là, c'est le geste en fait parfait qui permet à la fois de détendre l'atmosphère, de renverser la vapeur et de marquer un point en partant avec grande classe. Mais le plus important, ce sont les travaux pratiques. On choisit un sujet et on met en commun nos méninges pour trouver la réplique qui va marcher. Une personne te demande ton avis. Tu l'ignores totalement. Ça serait quoi la réponse idéale à ça? S'il l'ignore totalement, je vais aller dans de l'absurde pour recapter et le choquer, en fait. C'est exactement ça. Il faut allumer un réveil, en fait. Voilà, un réveil, ça peut être l'absurde, ça peut être aussi de l'ironie. Alors, tu sais que tu viens de faire en fait ce que j'adore le plus au monde. Hein. C'est me demander mon avis et t'en ficher après. Et moi, j'ai une personne autour de moi qui dit souvent bah, vas-y, chez moi dessus, ce sera la même chose. En fait, tu vois, hyper frontal, mais toujours avec de l'humour. C'est ignore-moi, mais de la manière la plus vulgaire. Avec une telle phrase et un tel assemblage de mots balistiques, vous avez des excuses tout de suite après. Il faut vraiment que ça soit un uber connard pour qu'il passe au-delà de ce que vous venez de dire. Mais là, oui, ça marche très très bien. Quelqu'un te coupe systématiquement la parole. Premier réflexe que vous avez dans cette situation-là. Je te chie dessus, hein? Ça marche. Dans le cadre professionnel, toujours sortir le petit sauf erreur de ma part. J'ai été sur un sujet. Je finis, ce sera ton tour après. Sauf erreur de ma part, ça marche à l'écrit et à l'oral. Oui. C'est ça l'avantage. Excellent. Merci à vous. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À mieux apprendre la répartie contre les connards. Et aussi, ça a beaucoup aidé à ne pas en être un. C'est un peu comme pouvoir prendre le pouvoir face aux connards, être armé. On a beaucoup de valeur en nous et pourquoi quelqu'un il va nous faire ce que tu as dit, caca dessus. Partez du principe que le connard peut très bien devenir votre muse. À vous maintenant en fait de sublimer la situation, de la transformer en quelque chose de plaisant. Je sais pas, il parlait de muses. Je sais pas si vous avez des muses qui vous donnent envie d'être bien énervé. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que... J'ai des repères, en fait. Oui, j'imagine, on a tous des balises. Mais ce qui est bien avec Abdallah Hassani, c'est que on s'entraîne au final, mais là, c'était plein d'humour dans ce sujet. Et au final, on se rend compte que plus on en parle, et moins les connards arrivent à nous atteindre. Et ça, c'est top. Voilà, ça c'est un bouclier anti-connard, un premier. Ilios, Stan Gusman a une question inattendue à vous poser. C'est une grande question qu'il faudrait qu'on se pose tous au quotidien. J'espère que vous serez en mesure d'y répondre. Concentration exigée, Ilios. Bonjour Agathe. Bonjour Stanislas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce invasive qu'on croise tous les jours, qui prolifère et qui détruit notre foi en l'humanité. Je parle du petit connard du quotidien, pas les grands méchants qui vous veulent du mal. Non, j'accuse tous ces petits connards autocentrés, seuls au monde, qui sont à l'origine de toutes les incivilités. Déjà, celui qui se gare sur une place et demie de parking juste pour éviter qu'on le colle. Ça. Je pense aussi au petit connard de la file d'attente qui te passe devant en prétextant avoir juste une petite question à poser et qui refait le monde avec la boulangère. Celui-là, putain. Il y a aussi celui du dessus qui fait des claquettes à 7h02 le dimanche matin. On a une pensée agacée pour le connard qui parle sur son téléphone en haut-parleur, alors que, en fait, il peut faire comme ça. C'est tout simple, quoi. Ou bouger sur les plateformes quand on est dans le train. Bref, vous savez quoi ? On devrait créer un permis à points des droits civiques. À chaque infraction au code du vivre ensemble, bim, amende et peine de prison pour les récidivistes. Ce serait pas mal, hein? Attendez, excusez-moi, juste une seconde, on parle dans l'oreillette. Ouais. Et la police? Non, en fait, vous savez quoi? On va oublier cette mesure du permis à points anti-connard parce qu'on vient de me dire à l'instant que d'après une étude, la majorité des gens se pensent plus polis que la moyenne. Mathématiquement, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Il peut pas y avoir plus de malpolis que d'impolitesse. Sinon, ça voudrait dire que... Attendez. Oh non, mon Dieu. Ça voudrait dire que, en fait, le petit connard, c'est moi. Mais oui. C'est vrai que ce matin, par exemple, j'ai collé le pare-choc d'une bonne femme au feu rouge parce qu'elle inversait pas. C'est insupportable aussi. Mais c'est vrai que c'est pas très poli. Ouais. Tout comme le doigt d'honneur que je lui ai fait. Ilios, j'ai la désagréable impression qu'on est tous le connard de quelqu'un d'autre. Ai-je raison? Dites-le que je suis un petit connard, Ilios.
Allez-y. À part pour vous, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'on ne se juge pas de la même manière qu'on juge les autres. Évidemment, on a l'impression que quand les autres le font, c'est à cause de leur caractère, qui n'est pas très chouette, mais quand c'est nous, ce sont les circonstances, on ne pouvait pas faire autrement. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que même si on peut tous et toutes être le petit connard à un moment ou à un autre de la vie, ça ne doit pas nous permettre d'avoir des comportements qui sont des vrais comportements toxiques et pour lesquels il faudrait vraiment se rendre compte. Et donc, la vraie question à se poser, c'est pas tellement est-ce que j'ai eu un comportement de connard aujourd'hui, c'est est-ce que c'est répétitif? Est-ce que vraiment c'est un comportement de domination par rapport à quelqu'un d'autre? Et surtout, comment est-ce que je réagis quand on me fait la remarque? Est-ce que je mets le parapluie? Est-ce que je trouve des excuses? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Ou est-ce que je me remets en question? Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est une question sociale. Il y a des normes sociales, comme aujourd'hui les comportements de Trump et de Musk, qui vont valider ces comportements de connard. Et donc on peut se dire que le connard, il n'est pas tout seul, il a un énorme service culturel d'après-vente qui lui donne l'envie de continuer. Et vous êtes le connard de Trump et de Musk, hein, vous le Oui, savez. sans doute. Oui. Voilà. Et vous en êtes fier, du coup. Et vous en êtes très fier. Merci beaucoup, Elios. On peut aussi être fier d'être le connard de quelqu'un. Exactement. À ça. Merci Stan. Bisous. Il nous a permis de philosopher. Ouais. C'est fou. Hein. Prochain sujet du bac. C'est des leviers de réflexion à chaque fois. On vient d'évoquer les comportements les plus toxiques, mais on va quand même un peu nuancer. C'est important parce qu'il y a une vraie différence entre la maladresse et la toxicité. Autrement dit, entre un con et un connard. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Pour en parler, on reçoit le spécialiste de la question, parce qu'il les a étudiés, décryptés. Il va tout nous expliquer sur la typologie du connard. On reçoit Éric Lablanche. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste et essayiste et vous êtes l'auteur d'Osons la colère, éloge d'une émotion interdite par tant de crises planétaires. C'est aux éditions Actes Sud et vous avez évidemment écrit Le connard, enjeux et perspectives aux éditions Michel Lafon. Vous êtes en fait le seul Français à avoir écrit sur le sujet. Je ne peux pas vous demander si c'est parce que vous-même vous êtes auto-analysé et que vous en êtes un, ce n'est pas possible. Mais pourquoi avoir écrit sur les connards? Aujourd'hui, dans les sciences sociales, on s'intéresse à peu près à tout le monde. On s'intéresse aux timides, on s'intéresse aux anxieux, mais personne ne s'était jamais intéressé aux incivils, aux connards. En fait, véritablement, il n'y avait pas de mots pour ça. Donc j'ai été très embêté quand on en a parlé avec l'éditeur, parce que est-ce qu'il fallait employer un gros mot? Et oui, résolument, le connard, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose pour nous, donc il fallait utiliser ce mot-là. Et vous avez rencontré beaucoup au point que vous avez envie d'en parler quand même? Suffisamment. Suffisamment. Alors, on l'a dit en début d'émission, les connards ont un coût pour la société. C'est énorme, c'est 95 milliards d'euros. Ça représente quoi, tout cet argent? Ce coût est faramineux. Parce que le connard, il a des coûts directs. Typiquement, quand il jette son chewing-gum, ses cigarettes par terre. Et il a des coûts indirects, c'est-à-dire le mal qu'il fait aux autres. Le connard en entreprise, par exemple, ce sont des coûts faramineux. Ça fait beaucoup de dégâts. Quand on additionne les incivilités, les engueulades, les bagarres, les accidents et tous les coûts sur la sécurité sociale, ça fait effectivement un coût qui est de l'ordre de milliards d'euros. Alors vous qui les avez étudiés et observés, comment est-ce qu'on devient un connard? Est-ce que c'est quelque chose on est connard, donc c'est inné, ou est-ce qu'on peut développer de la connardise? Alors oui, connardise, c'est tout à fait, c'est le mot que j'utilise dans le livre. La connardise, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et je dirais, peut-être que le connard, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas entravé sa connardise. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est précisément le fait de s'empêcher d'être un connard. Parce qu'on a tous des tendances. On a tous des tendances égoïstes, on a tous envie parfois d'avoir plus que les autres, mais normalement, si on a été bien élevé et si on est respectueux des autres, on va se dire « non, je freine ». Et un connard, c'est quelqu'un qui ne freine pas. D'accord, très intéressant. Et moi, pour parler des connards, j'ai une imitation à vous faire. Et je mets le public dans le jeu. Est-ce que vous êtes sûr de vous, Arnaud? Ouais, je peux me lancer. Généralement, ça marche pas. J'essaie d'améliorer à chaque fois. Si je vous dis, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, mais j'ai l'impression de l'entendre, mon Dieu. Ouais, c'est flagrant. Et vous le reconnaissez tout de suite, n'est-ce pas? Lino Ventura. Les tontons flingueurs. Là, vous êtes hyper fort. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes hyper fort ou mon imitation. Ferme les yeux, on y est. Hein. Ça nous transporte. Il y en a une qui est pas mal aussi, c'est quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Jean Gabin. Jean Gabin, et c'est dans le Pacha. Ah là là, je crois qu'on a une madame spécialiste. n'a pas de micro, mais elle a dit Jean Gabin dans le Pacha. On est tous témoins.
Bravo. Ça, c'est des répliques cultes qu'on doit à Michel Audiard. Mais au fond, il y a une question qu'on peut se poser là au milieu, c'est que est-ce qu'on parle tous de la même chose? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre les cons et les connards? Il y a une énorme distinction à faire entre le con et le connard. Le con et le connard, pardon, ce sont deux espèces différentes. Pour dire les choses simplement, le con, il est bête. Le connard, il est méchant. Donc c'est vraiment la différence. Quand on dit bête et méchant, eh ben, il y en a un qui est bête et il y en a un qui est méchant. Donc je fais vraiment la différence. Con, c'est un état. Connard, c'est une façon d'être, c'est une intention, c'est une action. Tout à fait. J'adore vos explications. On a l'impression d'avoir une espèce animalière qu'on est en train d'étudier. Mais c'en est une. Merci Eric Lablanche. Sarah, il y a une question? Oui, je siffle. Elle siffle maintenant. C'est Chloé qui a une question pour vous, Eric. Bonjour, je voudrais savoir si tout le monde est victime de ce type de profil ou s'il y a certaines personnes qui les attirent plus particulièrement. Les deux. Les deux. Nous sommes effectivement tous victimes parce que malheureusement, nous sommes obligés de les croiser dans l'espace public, malheureusement très souvent dans le cadre professionnel, parfois aussi dans notre famille, parfois même dans notre couple. Mais il est vrai que certaines personnes sont... Alors c'est un peu nul de dire comme ça, sont un peu malheureusement des aimants à connards. On constate également que la partie féminine de l'humanité est beaucoup plus souvent en butte au comportement connard, à la connardise, que sa partie masculine. Pourquoi? Parce que la partie masculine est en général plus souvent autrice de comportements connards que les femmes. Et puis, dernière chose, certains connards ont cette capacité à viser précisément les personnes dont ils savent, non pas qu'elles sont faibles, parce que parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parfois des personnes brillantes qui attirent les connards, mais en tout cas, voilà, il y a certaines personnes qui ne les laissent pas indifférents. Éric Lablanche, est-ce qu'on peut changer un connard? Est-ce qu'à un moment, un connard peut avoir une prise de conscience, s'il n'est pas trop con? Alors, le premier conseil, moi, que je donne en général, c'est si vous voyez un connard, c'est fuyez. Ah oui. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et notamment dans le cadre professionnel, si votre N+1, N-1, enfin bref, votre collègue est un connard, ça va être difficile de le changer. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler collectivement. Parce que changer soi-même un connard, c'est extrêmement difficile. On n'est pas éducateur spécialisé, on n'est pas psychologue, on n'est pas policier. Et puis surtout, une des définitions du connard, c'est que le connard, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en cause. Donc comment voulez-vous, en lui faisant des critiques ou en faisant des suggestions, que cette personne-là bouge, vu que précisément, il est comme ça parce qu'il ne se remet pas en cause. La définition du connard, c'est quelqu'un qui agit de façon désagréable ou déplacée, par manque d'intelligence, de savoir-vivre ou de scrupules, et qui est immunisé contre les plaintes des autres. Donc si vous voulez le faire bouger, il a un bouclier, il ne va pas bouger. Bon, c'est donc difficile de changer un connard, mais on peut les dénoncer. Et je crois que c'est ce que vous allez nous montrer, Arnaud. Alors, il n'y a rien de mieux pour dénoncer un connard que de le faire en chanson. Hop, 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 voilà. Je me glisse là au milieu. Et alors, non, ça va, tout va bien se passer. Et ce qui est top, c'est que là, cette fois, j'ai troqué ma guitare pour un gazou parce que vous allez voir, je vais essayer de vous mimer des chansons. Parce que, ouais, n'ayez pas peur. Souvent, il y a plein d'artistes, notamment des artistes féminines pour la plupart, mais il y a aussi des hommes qui dénoncent ça en chanson. Ils dénoncent des relations toxiques et ça leur a fait beaucoup de bien. Donc, je vais vous faire deviner ces chansons-là. J'espère que ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts pour la première? Pourquoi? Ça répond Ça, c'est pas à la Angèle, requête. ça, Angèle. Merci. Angèle, oui. D'aller te faire. Merci Agathe, Angèle, exactement. Donc c'est Balance ton quoi, c'est sur le sexisme ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Angèle, c'est suite à une remarque qu'elle a reçue dans les transports en commun, qu'elle a tout de suite pris un papier et qu'elle a commencé à écrire cette chanson. Je pense que ça arrive à un paquet de filles de se faire embêter dans les transports en commun. La seconde. Fallait pas commencer. Ah oui, Lio. Avec un grand C. Non, Lio, fallait pas commencer. Ça raconte l'histoire tout simplement d'une femme qui est trompée, qui est humiliée par son conjoint. Troisième musique. Pardon. C'est faire sérieusement cette séquence avec le petit bazar. J'essaie d'aller au bout.
Rendez-vous. Ah, Stromae. Rendez-vous seulement aux prochaines règles. Stromae. Voilà, un peu de Belgique, ça fait du bien, voilà. Ça met un peu d'intelligence. Il y avait 2 Belges d'ailleurs, Angèle et Stromae. Eric, je vois votre regard désolé. Vous êtes en train de me dire, mais qui c'est? Donc c'est Stromae, lui dénonce la violence qui est dans les rapports amoureux et lui prend le point de vue des femmes. La dernière. Pour l'instant, c'était un sans faute. C'est bien parce qu'Eric, c'est des années de travail, hein, ces 2 bouquins. Et là, tout à coup, il se dit, bah finalement, pourquoi ne pas prendre un petit bazar et je ne sais même plus comment ça s'appelle. Zella. Jaja. Oh, direct. Elle est forte, hein, Sarah. Heureusement qu'elle est là. Donc c'est Aya Nakamura. Cette chanson, elle dénonce les menteurs, parce que les menteurs, c'est donc les Jaja. C'est ces hommes qui racontent des salades sur les femmes, et on en a marre de ces gars-là. Merci à tous, et puis à bientôt. Bravo. À bientôt dans vos élites et dans vos salles de spectacle. Eh ben, ça nous a fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. On le dit depuis le début de l'émission, le connard, on vit avec. On est entouré de connards. Il y en a toujours un et il y en aura malheureusement encore. Et c'est pour ça que, en fait, ça en fait un personnage culturel assez fascinant. Pour nous en parler, on accueille notre chroniqueuse culture, Miss Banger littéraire. Bonjour Tatiana. Bonjour Agathe, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ce week-end, j'ai écouté en boucle le tube de l'été. Et Naïka, la chanteuse, nous parle d'une catégorie d'hommes très particulière, le One Track Mind. Traduction, l'homme d'une seule chanson. C'est donc un homme qui n'est fait que pour un seul tour de manège. Mais attention, pas 2, un seul, parce que sinon, il agit en connard. Alors, je vous ai entendu, hein, comment se protéger des connards? Eh bien, en catégorisant les hommes à partir de leurs actions et non pas sur des projections. Exemple tiré de mon bouquin préféré, Orgueil et préjugés. Ah, un peu de culture, ça y est. Vous connaissez ce méga banger publié par Jane Austen en 1813 et dans lequel il y a par ailleurs une tripotée de connards. À commencer par Fitzwilliam Darcy. Vous savez, cet héritier à l'héritage, mais vraiment à la fortune affriolante. Eh bien lui, je vous dis, c'est un connard. Pourquoi? Déjà, il humilie Élisabeth au premier regard. Il la rabaisse, il la disqualifie. Et à chaque fois qu'elle lui pose une question, il préfère lui rappeler qu'elle est inadéquate. Condescendance. Condescendance. Et là, vous allez me dire, bon, c'était sa façon à lui de camoufler l'amour qu'il lui portait. Très bien, mais connard quand même. Ouais. Voilà. Maintenant, passons au gentil de la bande. Charles Bingley. Alors lui, il est doux, il est adorable, il est éperdument amoureux de la sœur d'Elizabeth, Jane Bennet. Eh bien lui, du jour au lendemain, il la ghost. Oh. Et là, vous allez me dire, Tatiana, on ne ghoste pas au 19e siècle. C'est anachronique. Oui. Écoutez, comment expliquez-vous que du jour au lendemain, il décide de ne plus répondre à ses lettres? Connard. Ah, le ghoster, franchement, on l'a tous vécu. Énorme connard. Énorme connard. Et en réalité, il y aura toujours 1000 raisons et 1000 excuses pour justifier l'inconséquence de ces connards. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils prolifèrent. Parce qu'on préfère toujours leur donner tous les bénéfices de tous les doutes. Alors que finalement, appeler un chat, ce n'est pas un caprice, c'est de la justice. Cela permet de ne pas rester des heures à trouver des raisons à tous ceux qui nous font du tort. Alors je vais vous raconter une histoire, Agathe. Ah, dites-moi. Personnel. Il y a 2 ans, j'accepte d'aller à un date avec un ami d'amis. Parce que ça faisait des années qu'il me soudoyait par message. Alors moi, je me suis dit que j'allais honorer sa ténacité. On lui laisse une chance, au produit. Exactement. Donc, nous allons dîner. Et je me retrouve maquée jusqu'au cou fin juillet, alors que j'avais prévu d'aller fouler toutes les plages de Grèce avec mes amies célibatantes. Première erreur. Septembre arrive, la rentrée revient. Nos messages s'espacent, mais on continue. Mi-octobre, il ne me répond plus. Il préfère même annuler le dîner qu'on avait organisé ensemble et sans me proposer une solution de rechange. Et là, hier, il m'envoie « Hey, ça va ?» Je réponds laconique « Oui, merci. Dîner bientôt ?» Alors là, je riposte « Non, merci. » Bref, le premier tour, disons que c'est de la curiosité. Ça passe. Mais alors, rajouter une pièce dans une machine cassée, ce n'est pas de la charité, c'est de la connerie. Alors, adieu les connards. Et j'ai une question pour vous. Et si
Se protéger des connards, ce n'était pas apprendre à les éviter, mais surtout, c'était apprendre à ne plus négocier avec tout ce qui nous abîme. C'est beau. Allez, On va se la terminer refait. là-dessus. On va terminer là-dessus. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup, Tatiana. Susnommée banger littéraire. Merci, Ilios Kotsou, d'être venu de Belgique pour nous éclairer. Merci, Éric Lablanche. Je rappelle votre livre « Osons la colère ». Éloge d'une émotion interdite par tant de crises planétaires. C'est aux éditions Actes Sud. Et puis, il y a évidemment le livre sur les connards qui est vraiment qui est hyper intéressant parce que c'est vraiment une approche sociologique, philosophique et psychologique du connard qu'on a décrit tout au long de cette émission. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, retrouver tous les conseils de nos experts, nous laisser un message. On y répond évidemment à demain, 9h55.